Échange direct entre une délégation gouvernementale et les forces vives des Hauts-Bassins, de la relance économique à la communication gouvernementale, en passant par des sujets tels que les infrastructures et le foncier. Les représentants du gouvernement ont apporté des réponses aux préoccupations soulevées. Dans quelques instants, nous serons à Bobo Dioulasso pour le point de cette rencontre. Dans l'actualité également, la question du foncier semble diviser le gouvernement et les promoteurs immobiliers. Ces derniers dénoncent l'attitude de certains membres du gouvernement qui les tiennent pour responsables des maux qui minent le foncier au Burkina Faso. Ils ont donné de la voix ce vendredi à travers une conférence. Plus de 492 000 tonnes de coton récoltées pendant la campagne 2020-2021. C'est le bilan que présente l'Association interprofessionnelle du coton du Burkina. L'AICD se prépare à relever les défis de la production cotonnière pour la nouvelle campagne qui s'annonce. Des détails à suivre dans quelques minutes. Une semaine à d'ici nous conduit ce soir dans les locaux d'un cabaret pour une séance de dégustation et de préparation du dolo d'Agara. La consommation de cette bière de mille fait partie du quotidien des habitants. La place du dolo dans la société d'Agara, c'est un sujet à suivre dans ce 20h. Bonsoir, merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal à la primature. Hier soir, le chef du gouvernement a reçu des représentants de la Société financière internationale. C'est une audience voulue pour présenter le nouveau représentant pays de cette société ainsi que les actions qu'elle mène pour soutenir le secteur privé au Burkina Faso. Le point avec Daouda Ouattara et Vincent Tchendrebego. Une délégation de la Société financière internationale en visite chez le Premier ministre Christophe Dabiri. La délégation est conduite par le directeur régional Afrique de l'Ouest et du Centre de l'IFC, venu s'entretenir avec le chef du gouvernement burkinabé et lui présenter le tout nouveau représentant résident de l'institution au Burkina Faso. Monsieur Arnaud Ligan qui est avec moi ici. Et ensuite, saluer le gouvernement après les élections, féliciter le Premier ministre et tous les membres du gouvernement qui ont été reconduits et qui ont été nommés. On est vraiment venu exprimer notre soutien continu et notre disponibilité et volonté à travailler avec le gouvernement dans le cadre de l'élaboration du nouveau plan de développement économique et social. L'IFC est une organisation du groupe de la Banque mondiale, un partenaire financier qui soutient le développement dans plusieurs secteurs. On finance les banques, on apporte par exemple des lignes de partage de risques pour les PME avec les banques pour qu'ils puissent financer les PME de l'économie. On finance aussi les gestions de microfinance pour qu'ils puissent financer les petits opérateurs informels dans l'économie, dans les marchés. Tout autant, on finance aussi des industriels et on finance des infrastructures. En parallèle, on a aussi des activités de conseil. On aide le gouvernement, par exemple, à revoir leurs lois et cadres réglementaires pour les PPP, qui est vraiment important pour les pays pour débloquer les investissements privés dans le domaine des infrastructures. Ça, on le fait dans beaucoup de pays et on l'a fait au Burkina récemment. Présente au Burkina Faso depuis 1975, la Société financière internationale est une institution de développement axée sur le secteur privé. Dans l'actualité ce soir, une délégation gouvernementale a échangé avec les forces vives de la région des Hauts-Bassins hier à Bobo Dioulasso. Au nombre des sujets évoqués, la politique de communication du gouvernement et la relance économique de Bobo Dioulasso. Et quant aux préoccupations soulevées par les forces vives, elles concernent des domaines tels que le foncier, l'eau et l'assainissement et la construction de l'hôpital de référence. Drissa Traoré, Siriki Milogo et Karim Sissi. Les actions du gouvernement dans la région des Hauts-Bassins expliquées ici par les ministres en charge du commerce et de la communication aux forces vives de la dite région. Selon les conférenciers du jour, dans la vision du gouvernement, Bobo Dioulasso devrait retrouver sa place de capitale économique du Burkina Faso. C'est pourquoi, depuis 2016, des mesures fortes sont entreprises pour la relance économique de la ville. Des mesures qui, en principe, devraient permettre à la ville de connaître un véritable changement d'ici à l'horizon 2025, foi du ministre en charge du commerce. On a procédé à l'aménagement de la zone industrielle du secteur 19, route de Bama, dont la phase 2
s'est achevé en 2020 pour un montant total de plus de 4 milliards de francs CFA. On a également entamé les actions devant permettre de viabiliser 2 nouvelles zones industrielles, à savoir la zone agro-industrielle de Samandeni et la zone industrielle de Alegma. Par ailleurs, pour l'aménagement d'une zone économique et spéciale à Yegereso, les études environnementales stratégiques et les études techniques pour la délimitation du site sont en cours. L'état des lieux du dispositif de communication dans les hauts bassins est aussi exposé aux participants. Du bilan, il ressort que 16 stations de radiodiffusion et 17 chaînes de télévision émettent dans cette partie du Burkina. Certes, des insuffisances demeurent, mais les perspectives s'annoncent bonnes. Aujourd'hui, on peut dire que 98% du territoire est couvert par la TNT. Et ça, c'est une performance qu'il faut saluer. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, nous pouvions considérer que nous étions à moins de 50% du territoire couvert par la télévision numérique ou les radiodiffusions. En ce qui concerne les structures qui sont ici, nous allons faire en sorte aussi que les équipements d'imprimerie donc de Bobo Dioulasso pour la Direction régionale des éditions Sidoya se développent de sorte qu'un organe de Bobo n'aille pas à Ouagadougou pour tirer son journal. Il doit pouvoir le faire ici sur place. Et puis nous allons réhabiliter le bâtiment de la RTB au bassin. C'est ça? Vous êtes contente, non? Quand on va réhabiliter votre bâtiment, voilà, ça peut être une action. Cette conférence régionale qui se veut un véritable cadre de dialogue direct entre les membres du gouvernement et les forces vives de la région des Hauts-Bassins est la première d'une série de 13. À l'issue de ces conférences régionales, chaque région devrait organiser des forats régionaux en vue de poursuivre les échanges. L'actualité au Burkina Faso, c'est également les assises nationales sur l'éducation qui se profilent à l'horizon. Le ministre en charge de l'éducation nationale poursuit ses concertations en prélude à l'événement. Hier, il a échangé avec les partenaires sociaux de l'éducation ainsi que les responsables de la structure nationale des parents d'élèves, Nongba Kouda et Maïmouna Traoré. Échange entre le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales et les partenaires sociaux du système éducatif sur la tenue des assises nationales. Une rencontre pour mieux leur expliquer la démarche, recueillir leur avis et éventuellement des orientations pour une tenue réussie de ces assises et pour une école performante. Nous traînons un programme d'enseignement de près de 30 ans, donc c'est largement dépassé. Il n'y a que les travailleurs de l'éducation ont de sérieux problèmes d'avancement, de reclassement, donc de carrière. Il n'y a que le système a des difficultés de financement. Et nous pensons que ces assises devraient pouvoir permettre de dégager des pistes de solutions sur l'ensemble de ces problèmes. Il y a 2 points fondamentaux. Le premier point fondamental, c'est la question du renforcement des capacités des personnels d'éducation. Ça, c'est une difficulté majeure. Les partenaires sociaux disent n'avoir pas bien perçu cela dans les commissions qu'on souhaite mettre en place. Donc, on a noté. Et la deuxième suggestion forte, c'est l'implication significative des partenaires sociaux dans l'organisation de ces assises. Le ministre a également discuté de ces assises avec des représentants d'associations de parents d'élèves et de mères éducatrices. Ceux-ci ont salué l'initiative et s'engagent à s'impliquer pleinement pour une éducation de qualité au sortir de ces assises. Il y a eu déjà quelques suggestions, des suggestions sur le type de citoyen qu'on voudrait avoir pour le Burkina Faso, qui va donc induire le type de personnes qu'on doit former dans notre système éducatif. Il y a eu aussi des aspects de constitutionnalisation d'un certain nombre d'éléments fondamentaux donc, dans nos établissements scolaires. Il y a eu aussi des suggestions sur la nécessité qu'au terme de ces assises-là, on ait des documents de suivi, évaluation de la mise en œuvre pour éviter que, comme par le passé, on ait des difficultés de mise en œuvre, donc des conclusions qui vont apparaître. Après avoir pris connaissance donc, de ces thèmes de référence, nous allons proposer à Monsieur le ministre ce que nous aurons donc arrêté comme contribution.
Les suggestions recueillies au cours de ces rencontres contribueront à améliorer le document de base qui servira pour les discussions lors des assises régionales. Toujours dans le domaine de l'éducation, comment parvenir à l'inclusion des écoles coraniques dans le système éducatif normal? C'est la principale question qui est abordée à un forum sous-régional qui a débuté hier dans la capitale burkinabé. Leaders religieux et spécialistes de l'éducation devront identifier des stratégies pour créer des passerelles entre les foyers coraniques et l'école conventionnelle. L'ouverture des travaux avec Draman Guéné. L'avenir des foyers coraniques au Burkina se dessine ici. Les forumistes sont venus du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger et du Sénégal pour réfléchir sur les réformes de l'école coranique. Le statut du talibé doit évoluer au regard de l'évolution du monde. Les leaders religieux partagent l'avis. Le maître coranique lui seul ne peut pas même nourrir ses enfants. Il est obligé de laisser ses enfants sortir, aller mendier dans les rues. C'est toute chose qui est condamnée même par la religion. Donc c'est pourquoi c'est une obligation pour nous de travailler à encadrer cette pratique. C'est l'ONG Diaconia qui a convoqué la rencontre première du genre sur l'inclusion des foyers coraniques dans le système classique. L'école religieuse doit pouvoir faire bon ménage avec l'école conventionnelle. Cela participe aussi à la prévention de l'extrémisme violent et de la radicalisation. C'est de créer des passerelles en fait. Des passerelles entre donc les foyers coraniques, l'enseignement franco-arabe et puis l'enseignement classique. Donc pour les enfants en âge d'aller à l'école, nous privilégions donc qu'ils puissent bénéficier de l'enseignement coranique, mais aussi pouvoir bénéficier de l'enseignement classique. Et dans ces foyers, nous avons aussi des enfants qui ne sont plus en âge d'aller à l'école. Mais nous leur proposons une formation professionnelle technique pour leur permettre de pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle plus tard. On a besoin de partager les connaissances, de partager les expertises, de voir avec l'ensemble des systèmes qu'est-ce que l'on peut faire en commun pour que ces enfants aient à la fois leur éducation religieuse et également l'éducation au niveau de l'école formelle. Les derniers chiffres parlent de plus de 200 000 enfants talibés repartis dans plus de 8 000 foyers coraniques au Burkina. L'idée n'est pas de fermer les écoles religieuses, mais de les adapter aux exigences du moment. L'autre volet de l'éducation sur lequel des initiatives sont lancées, c'est l'inscription et le maintien des jeunes filles à l'école. Le sujet est d'actualité en ce qui concerne les jeunes filles des zones touchées par la crise sécuritaire. Et c'est un sujet qui intéresse à l'initiative Panantougri pour le bien-être de la femme qui a organisé un atelier de plaidoyer ce vendredi à Ouagadougou. Rasmani Zundi et Marguerite Douaniou. Les crises sécuritaires et autres catastrophes ont pour conséquence d'entraver les chances de scolarisation des jeunes filles dans les zones de conflit. La problématique est prise à bras-le-corps par l'association Panantougri pour le bien-être de la femme qui inscrit ses actions dans le sens du maintien des jeunes filles à l'école. Le plaidoyer guidé par les données pour l'éducation des filles dans les situations de crise en Afrique, lancé ce 30 avril à Ouagadougou, s'adresse particulièrement aux organisations de défense des droits de la femme. Nous avons un problème qui est là, c'est que la situation de crise amène les jeunes filles à quitter l'école ou à ne pas pouvoir poursuivre leurs études. Donc il faudra travailler sur cet aspect et permettre aux jeunes filles de pouvoir aller à l'école et pour celles qui sont à l'école de pouvoir s'y maintenir et poursuivre leurs études. Ce projet vise effectivement à équiper les acteurs nationaux ici, avec des moyens, et des outils, des approches pour permettre non seulement de collecter les données, mais aussi de les utiliser justement pour influencer les décideurs. Le présent atelier devrait améliorer la connaissance des acteurs de cette lutte sur l'importance des données pour le plaidoyer en faveur de l'accès à l'éducation des jeunes filles et des femmes dans les zones à risque. Une option soutenue par l'épouse du président du Faso. Les questions d'égalité de chance pour tous, aussi bien pour les filles que pour les garçons. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il s'agit d'une question d'importance pour nous. L'éducation des filles. Nous sommes venus au lancement donc de ce projet qui consiste à outiller tous les acteurs qui interviennent dans la promotion de l'éducation des filles, à les outiller, à savoir utiliser les données statistiques, à savoir également eux-mêmes en produire, puisque eux ils sont sur le terrain
au cœur de l'action. Les participants sont des acteurs de la défense des droits de la jeune fille et des femmes dans les organisations non gouvernementales et aussi dans les provinces du Burkina Faso. Le numéro vert mis en place pour la lutte contre les violences basées sur le genre donne ses premiers résultats. Grâce au 80 0012 87, des femmes victimes de violences ont pu faire des dénonciations et sont actuellement prises en charge dans un centre à Ouagadougou. Ce matin, la ministre en charge de la femme est allée leur apporter soutien et réconfort. Siela Sinawatara et Amadou Marcel Tou. La ministre en charge de la femme aux côtés des femmes victimes de violences conjugales, sexuelles, culturelles ou encore économiques. Au nombre d'une trentaine, elles sont désormais prises en charge ici au centre des victimes de violences basées sur le genre grâce au numéro vert mis en place par le ministère. Elles étaient 30, maintenant nous avons 24 femmes qui sont ici, mais 21 maintenant je pense, qui sont dans ce centre. Les autres, on a fait le renouvellement familial. Mais ce n'est pas dire qu'elles repartent chez leur bourreau, non. Elles vont dans une famille proche, soit la famille de son mari, soit sa famille même, pour attendre la conciliation avec l'époux. C'est vraiment vous dire que nous ne sommes pas là pour divorcer les gens. En seulement 2 mois, plus de 400 appels téléphoniques sont enregistrés sur le 80 0012 87, soit pour dénoncer des cas de violence, soit pour des conseils pour une meilleure prise en charge. D'où la satisfaction du chef du département. Nous sommes au début, mais vous avez vu pour un début 400 appels, c'est énorme. Sans compter ceux qui n'ont pas pu nous appeler. Vous allez multiplier ce coefficient par ceux qui ne nous ont pas appelés ou bien ceux qui ne sont pas encore sûrs de la prise en charge et qui ont peur. Mais nous pensons que ces chiffres devraient se stabiliser à un moment parce que quand le centre va atteindre sa vitesse de croisière, ça va atteindre le bon niveau et la sensibilisation avec les communautés, normalement ces chiffres devraient commencer à baisser parce que c'est ça l'objectif, avoir moins d'appels et moins de survivants de ces victimes. En plus du numéro vert pour soulager les souffrances physiques et psychologiques des femmes, le ministère de l'Action humanitaire entend faciliter la dénonciation d'autres formes de violence sur les autres couches vulnérables de la société. Deuxième titre de ce 20h, les promoteurs immobiliers sont remontés contre le gouvernement sur la question foncière. Ils affirment que le gouvernement tend à les rendre coupables des maux qui minent le domaine foncier. Face à la presse ce vendredi, les promoteurs immobiliers se sont aussi prononcés sur les mesures conservatoires d'urgence en matière de gestion foncière au Burkina Faso. Le point avec Daouda Ouattara et Oumou Sissé. Dans une salle bondée et des hommes de médias noyés dans cette foule, des promoteurs immobiliers et des propriétaires terriens crient leur mécontentement. Ils s'insurgent contre les propos tenus par les ministres en charge de l'administration territoriale et celui de l'habitat lors de l'installation du comité interministériel chargé de réfléchir sur les mesures conservatoires urgentes en matière de gestion foncière au Burkina Faso. Pour eux, ces propos les discréditent aux yeux de l'opinion nationale. Nous, promoteurs immobiliers, nous sommes les premiers acteurs en même temps que les propriétaires terriens. Nous n'avons pas été associés ni informés. Et quand on fait ces déclarations, nous voulons tout simplement attirer l'attention de l'opinion. Et aujourd'hui, en tant que ministre, qui est de ce gouvernement qui parle de cohésion sociale et de concertation nationale, il faut qu'on apaise les mots. Les propos incitatoires, il faut que ça cesse. Voilà, c'est tout simplement pour interpeller l'opinion à être témoin. Parce que nous sommes des acteurs qui sont pour la cohésion sociale, qui sont pour le dialogue et qui sont pour l'avancée du Burkina Faso. Pour Roger Nikima, la promotion immobilière joue un rôle clé dans le développement économique du pays. Des milliers d'emplois directs et indirects créés, des centaines de milliards dans les caisses de l'État en matière d'impôts. Un niveau de responsabilité sociétale non moins important vis-à-vis de nos populations. La résolution de la problématique des habitats spontanés, dites zones non loties. Pour trouver des solutions qui minent le secteur de l'immobilier, ces promoteurs proposent au gouvernement la mise en place d'un cadre de concertation globale et une application des lois et textes en vigueur en la matière.
Dans l'actualité également, l'association interprofessionnelle du coton présente le bilan de la dernière campagne cotonnière au Burkina Faso. Les chiffres sont en hausse avec une production globale de plus de 492 000 tonnes de coton pour la campagne 2020-2021. Et celle qui va commencer devrait aussi connaître de bonnes perspectives. Le point de la conférence de presse avec Salifou Belem et Caroline Ouari. C'est finalement une tradition que respecte l'association interprofessionnelle du coton du Burkina et elle le souligne. Face à la presse, les bilans et les perspectives de la production cotonnière sont présentés. Côté bilan, l'association décrit une campagne consacrée à la poursuite de la mise en œuvre des recommandations pour la relance de la production cotonnière au Burkina. La préparation et le démarrage de la campagne se sont déroulés dans un contexte de maladie à coronavirus et ont été caractérisés par une baisse de 25 francs par kilo du prix d'achat de coton graine de premier choix fixé à 240 francs le kilo et un maintien des prix de cession des intrants agricoles par rapport à ceux de la campagne précédente. Ces niveaux de prix ont nécessité un accompagnement consenti par l'État au profit des producteurs en vue d'améliorer leur accès aux intrants. Situation climatique, socio-économique et sécuritaire défavorables sont également du lot des difficultés de la dernière campagne cotonnière qui s'en sort avec un volume de production de 491 040 tonnes pour le coton conventionnel et 1573 tonnes de coton graine pour le coton biologique et équitable. Du point de vue des perspectives pour la campagne 2021-2022 qui démarre, l'association entend maintenir le rythme pour la mise en œuvre des mesures et recommandations de la relance durable. Des actions de portée significative seront menées au niveau de la formation des équipes d'appui conseil agricole et des producteurs, sans oublier les segments relatifs au suivi et à la maîtrise de la pression parasitaire. De même qu'en ce qui concerne la formation, la sensibilisation et l'information des producteurs où, en plus des initiatives propres à chaque société cotonnière, une mutualisation de certaines démarches sera observée. Parmi ces engagements se compte la révision des prix de cession des intrants agricoles, compris entre 753 et 14 000 francs CFA pour le coton conventionnel, contre 308 et 4 337 francs pour le coton biologique. L'objectif global de la campagne est d'atteindre 627 000 tonnes de coton graine pour le conventionnel et 2 500 tonnes de coton graine pour le coton biologique et équitable. Découvrons à présent ce programme dénommé Giving for Change, ce qui signifie en français donner pour le développement endogène. Il vise à renforcer les capacités des jeunes, des femmes et des acteurs de la société civile en matière de mobilisation des ressources locales. C'est un programme financé par le gouvernement néerlandais et dont le lancement est intervenu hier à Ouagadougou. Siela Ouattara, Abdelaziz Yagibou. Un autre coup de pouce au Burkina dans sa quête de démocratie, de justice et de développement inclusif et endogène. Giving for Change ou encore Donner pour le développement endogène. C'est l'intitulé du nouveau programme qui se propose de contribuer sur une durée de 5 ans à améliorer les performances des jeunes, femmes et acteurs de la société civile de 6 régions du Burkina en matière de mobilisation des ressources locales et d'exercice de leurs droits. Porté et déroulé au niveau national par l'Association burkinabé de faune dressing, ABF, le programme Donné pour le développement endogène s'exécute dans 8 pays sur financement du gouvernement néerlandais. Ce programme Giving for Change, qui a une durée de 5 ans, avec comme cible les jeunes et les femmes, et qui couvre les régions de l'Est, du Centre-Est, du Nord, du Centre-Nord, du Sahel et de la boucle du Morone. Ce programme qui a été financé à hauteur de 1,116,694,470 francs CFA par le gouvernement néerlandais dans le cadre de son programme Power of Voices. Giving for Change cherche à avoir un impact significatif et positif pour une société équitable et juste afin que les citoyens puissent exprimer librement leurs opinions et exercer leurs droits. Le gouvernement des Pays-Bas voit donc en cette subvention une opportunité supplémentaire pour soutenir le pays des hommes intègres
officiellement lancé sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale ici représenté et en présence des élus et autorités administratives des régions bénéficiaires, le projet Donner pour le développement endogène se lance le défi de contribuer à l'essor socio-économique des communautés à la base. Nous prenons à présent la direction de Didougou où des personnes déplacées internes reçoivent une formation sur l'aviculture et la saponification. C'est une initiative du FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. 500 personnes déplacées internes de 5 régions sont les bénéficiaires de cette formation. Nous suivons la cérémonie d'ouverture avec Yves Ramba et Dramansou. Des activités génératrices de revenus, c'est ce que propose le FAFPA face à la crise des personnes déplacées internes. Les 500 bénéficiaires sont issus de 5 régions éprouvées par la crise sécuritaire. L'offre de formation du FAFPA porte sur l'aviculture pour les hommes et la fabrication de savon pour les femmes. On a élaboré avec eux des projets de formation et nous allons identifier des cabinets qui sont compétents dans le domaine que nous allons charger de former ces PDI. Ça vient vraiment à un bon moment. Puisque nous sommes ici, il y a nos femmes qui sont là, elles n'ont rien à faire. Elles ne savent même pas ce que faire pour avoir 5 francs dans la journée. Bon, si par exemple, elles apprennent un métier, et que ça veut dire se débrouiller pour avoir un peu, ça va en tout cas aider à avoir le condiment au niveau de la famille. Cette formation est une phase pilote. L'objectif est d'apporter une réponse à la demande de formation de plus de 18 000 personnes déplacées internes. Et nous avons donc pris attache avec le ministère de la Solidarité et qui est chargé donc de l'encadrement de ces PDI là pour nous accompagner donc de cette œuvre là. Et c'est ça aussi l'action de collectivité gouvernementale. Et nous avons essayé donc de voir comment renforcer la résilience de ces déplacés-là. Faire en sorte qu'ils ne soient pas là simplement pour attendre qu'on leur donne, mais aussi qu'ils puissent donc par eux-mêmes travailler à pouvoir donc se nourrir. Ce programme de formation du FAFPA a un coût de 60 millions de francs CFA. À terme, une dotation en kit d'installation est prévue afin d'amorcer le relèvement des PDI et leurs familles d'accueil. Et de Dédougou, nous mettons à présent le cap au Dissine pour la suite de notre série de reportages vous permettant de mieux découvrir cette localité. Ce soir, nous faisons une halte dans un cabaret de la localité pour vous présenter le Dolo d'Agara. La consommation de cette bière de mil est une pratique quotidienne pour les habitants de cette localité et c'est également un aspect qui attire l'attention des étrangers. Alidou Badini et Sekou Zongo. 3 grosses marmites au feu. Nous sommes au secteur 4 de Dissine. Bienvenue à l'usine de production de la bière locale. Une boisson encore appelée Dolo pour certains et Chapalo pour d'autres. Un breuvage qui s'obtient après 72 heures de préparation. Si c'est aujourd'hui que je dois commencer à préparer Chapalo, vers les 14 heures, j'ai écrasé mes venir déposer. C'est quand je dois dire des bambous, on me dit quoi, bois des gomos là. Je plie ça, je mets dans mon pot, je mets l'eau et fais des Chapalo, puis j'ai remis ça. Vers les 13 heures, je mets dans ma mette. Trop tard, à ce moment que tu as fini de tremper, dans 3 heures du temps, 4 heures du temps, tu mets ça au feu. 4 heures du temps, tu enlèves, tu déposes. Demain matin, ou bien demain vers les 1h, 2h, si tu vois, ça devient comme ça un peu. Au bout du 3e jour, tout est fin prêt. Le Dolo d'Agara coule à flot et il est consommé aux abords de toutes les artères de la commune jusqu'à la tombée de la nuit
par ses amateurs. Les amateurs qui trouvent d'ailleurs au tchapalo une boisson naturelle et aussi un pan de leur identité. Le dolo, c'est le mil. Le mil, c'est le taux, c'est la bouillie. Voilà, c'est la vie comme ça. Raison toujours en famille. La vie, là, ça ne dépasse pas ça. Tant qu'on vit de l'espoir. Ici, là, c'est nos femmes, là. Ils prennent mille, là, ils mettent dans l'eau devant nous. Hein. Et il finit, et puis il écrase devant nous. Hein. Et puis il vient, il prépare devant nous. Hein. Et puis, voilà, aujourd'hui, nous, on a le courage de boire ça. C'est essayer de valoriser nos cultures, essayer de booster notre économie. La production et la vente du dolo, une activité dont le succès ne se dément pas. Ici à Dissine, les cabarets se comptent à l'appel. Une situation rentable de la vie des détentrices de cabaret. Ce qu'on gagne, ça ne dépasse pas, mais on se débrouille dans ça. Ça aide beaucoup en tout cas, je ne mens pas. Et tous les femmes qui préparent Tchapalo là, s'ils gagnent et puis ça aide toutes les familles à manger pisolo, médicaments. Le dolo d'Agara, une spécialité locale dont la réputation va bien loin. C'est une boisson prisée dans la consommation quotidienne ordinaire, mais qui occupe une grande place également dans tous les événements de la vie ici, heureux comme malheureux. Retour à Ouagadougou pour parler de littérature dans ce journal et je vous invite à découvrir le premier recueil de poèmes du professeur pneumologue Georges Ouedraogo intitulé Vivre ensemble, vivre pour vivre. L'ouvrage pose un regard sur le monde d'aujourd'hui tout en valorisant le thème de l'amour. La cérémonie de dédicace dans ce compte rendu de Bernard Kombelem et Fousseni Kindo. Une merveille composée d'une trentaine de poèmes. Des poèmes qui témoignent du vécu, du senti et du ressenti d'une vie spirituelle assumée, à une époque où croire peut apparaître dangereux. Le professeur Georges Ouedraogo, pneumologue, signe ici son entrée dans la littérature après avoir chanté la vie. Georges Ouedraogo célèbre la vie, mais pas n'importe quelle vie. L'auteur exalte la vie utile, la vie faite d'amour, de l'amour de Dieu, source de vie. On comprend alors que vivre pour vivre, c'est en fait vivre pour mieux vivre dans l'au-delà. La poésie de Georges Ouedraogo est une poésie de questionnement sur l'existence. L'auteur cherche des réponses à cette interrogation quasi universelle, à savoir quel sens donner à notre séjour sur Terre. Vivre pour vivre est un recueil écrit en prose où l'auteur s'affranchit des règles classiques de versification pour nous proposer un texte présent, un texte captivant. Vivre pour vivre, un autre regard sur notre monde d'aujourd'hui. Dans l'actualité également, les corps des 3 Occidentaux tués dans la région de l'Est ont été rapatriés dans leurs pays respectifs. Rappelons qu'il s'agit de 2 journalistes espagnols et d'un Irlandais défenseur de la faune. Le départ de leurs dépouilles a eu lieu hier dans la nuit à l'aéroport international de Ouagadougou, Jean-Hugues Bayala et Olopoda. C'est aux environs de 0h40 qu'un avion de l'armée de l'air espagnol a atterri à l'aéroport international de Ouagadougou. Sur le tarmac, les dépouilles des 2 journalistes espagnols et d'un défenseur irlandais de la faune assassinés en début de semaine dans l'est du Burkina Faso. Les 3 caisses portant l'identité de chaque victime sont acheminées au pied de l'appareil pour leur rapatriement dans leurs pays respectifs. Et c'est sous la supervision du consul d'Espagne au Burkina Faso et les responsables du ministère des Affaires étrangères du Burkina que les corps des 3 Occidentaux ont été placés dans l'avion. De sources officielles, les 2 journalistes espagnols et l'Irlandais ont été d'abord portés disparus après une attaque avant d'être retrouvés morts. Des exécutions attribuées au groupe terroriste qui sème la désolation dans cette partie du Burkina considérée comme une zone rouge.
Après 2 heures de formalité, c'est aux alentours de 3 heures du matin que l'avion militaire a décollé avec à son bord les corps des 3 occidentaux. Une autre triste nouvelle pour refermer ce journal. L'ancien ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, Michel Koutaba, est décédé hier 29 avril des suites de maladie. Il a occupé la fonction ministérielle dans les années 1999-2000. Il a aussi été député à l'Assemblée nationale. Puisse son âme reposer en paix et toutes nos condoléances à ses proches. Voilà, c'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Issa Kanana vous retrouve à la présentation du journal de 23h. Merci de votre fidélité à la RTB.